Bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors cette semaine, on va recevoir Mélanie Laroche qui est professeure à l'Université de Montréal en relations industrielles, qui est intervenue avec des collègues récemment en commission parlementaire. Vous savez que le ministre Jean Boulet, le ministre du Travail, il y a pas mal de monde des syndicats en ce moment au Québec qui sont après lui. À chaque fois que M. Boulet apparaît, il y a des manifestations. Il a déposé le projet de loi 89 qui va encadrer, selon les mots du ministre, davantage les grèves au Québec. Disons que les organisations syndicales sont pas de bonne humeur et avec raison, au sens où cet encadrement-là vient finalement se traduire par une limitation du droit de grève dans une société, faut-il le rappeler, où le droit de grève est déjà très encadré par les lois du travail. Vous savez, au Québec, au Canada, aux États-Unis, on peut pas faire la grève quand on veut, contrairement à la France, où 10 chauffeurs de métro, je donne toujours cet exemple-là, peuvent paralyser le métro de Paris n'importe quand dans l'année s'ils décident de sortir en grève, alors qu'au Canada, au Québec, le régime de relations de travail est très différent et la grève est possible dans une période de renouvellement des conventions collectives, donc aux 4 ans, aux 5 ans ou aux 6 ans, et c'est très normé, y compris au niveau des services essentiels, quand vous travaillez, que ce soit comme policier, comme pompier, là, vous avez carrément pas le droit de grève, même dans le réseau de la santé des services sociaux. Je le disais un peu à la blague, mais c'est pas une joke. Lors de la dernière grève dans le secteur public, à Pierre-Boucher et à l'hôpital Charlemagne avec les services essentiels, il y avait plus de monde en temps de grève qui travaillait qu'en temps normal. C'est donc dire que les services essentiels sont assurés. Ils sont tellement assurés, puis on a tellement coupé dans le réseau de la santé que les calculs font en sorte qu'il y a plus de monde. Donc, on va recevoir Mélanie Laroche. Elle s'est fait entendre avec des collègues de l'Université de Montréal à cette commission parlementaire pour comprendre un peu mieux c'est quoi les objectifs du ministre Jean Boulet. On va recevoir aussi, en début de deuxième partie de l'émission, notre ami Yvon Laprade, qui est un journaliste d'expérience. Il a été pendant des années au Journal de Montréal. Il a chroniqué pendant des années sur une multitude de sujets et aujourd'hui, Yvon est à la retraite, mais chroniqueur au Coop de l'information, au Nouvelliste de Trois-Rivières. On ne l'a pas entendu, ça fait un certain temps, parce qu'Yvon, il est comme d'autres. Il prend quand même le temps de voyager parce qu'il est retraité. Mais il a écrit, pas plus tard que ce matin, une chronique dans le Nouvelliste où il revient sur cette fameuse rencontre entre Mark Carney et M. Trump. Il fait des liens aussi avec le conclave qui a débuté aujourd'hui, la petite fumée blanche et tout et tout. Donc, on va parler avec Yvon dans la deuxième partie de l'émission là, de la conjoncture politique. Et après la pause de 12h15, on va recevoir Hélène Rive qui est en studio avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour. À sa deuxième présence à Franchement les Tourneaux. T'es venue il y a 3 semaines, un mois? Oui, c'était pour parler justement de Vigie citoyenne Port de Contrecoeur qui tenait une assemblée publique le 26 avril. Alors, cette assemblée a eu lieu. On va en parler. Oui. Puis on va élargir un peu sur les enjeux d'environnement, tout ça, parce que, effectivement, je te poserai peut-être la question tantôt, mais ça n'a pas été fort dans le cadre de la campagne électorale. Hein? Disons que l'environnement n'a pas été... C'était le grand absent, là, alors que ça devrait être vraiment une priorité pour tout le monde. Oui, tellement absent qu'on a un Parti libéral canadien qui a été réélu. Si on se compare avec les sondages de l'automne dernier, quasiment contre toute attente, parce que M. Poilievre était parti en grande vers une victoire spectaculaire. Moi, comme chroniqueur, comme d'autres, tout l'automne, on a dit les carottes sont cuites pour Trudeau, le Parti libéral est mort et enterré. Mais la politique, encore une fois, ça démontre que c'est pas une science exacte, hein? Mais c'est une science humaine. Donc, des fois, les conjonctures peuvent changer. L'arrivée de Donald Trump et la menace des tarifs douaniers. Et on va le dire aussi, le changement de la géopolitique mondiale a fait en sorte que le départ de M. Trudeau et l'arrivée de M. Carney, ça a permis effectivement au Parti libéral de gagner, mais, contre toute attente aussi, pas un parti libéral majoritaire, un parti libéral minoritaire, alors qu'on avait l'impression que le balayage serait assez important. Et non seulement pas un parti libéral majoritaire, mais même si le Parti conservateur n'a pas été élu comme les sondages le prévoyaient cet automne, le Parti conservateur a quand même augmenté dans les pourcentages de vote un peu partout à travers le Canada. On est passé de 33 % en 2000
2021 à 41 %, donc c'est quand même pas rien. Et là, c'est tellement pas une science que le Parti conservateur est en montée, a fait des gains dans les Maritimes, a fait des gains importants dans la grande région de Toronto, alors qu'on pensait que les libéraux étaient pour faire le grand ménage. Mais M. Poilievre, lui, a perdu son comté. C'est quand même fascinant, là. Et là, les gens essayaient de comprendre comment ça se fait que Poilievre a perdu alors que le Parti conservateur est en remontée. Évidemment, du côté du Québec, il faut quand même saluer notre ami Denis Trudel, qui est venu souvent à ce micro, le Bloc québécois, qui est passé quand même de 32 à 19 sièges. Moi, j'ai trouvé que M. Blanchette a quand même fait une bonne campagne. À un moment donné, il a dit, OK, les gens veulent avoir Carney pour affronter Trump, mais au moins, assurons-nous qu'à Ottawa, il y a des gens qui vont défendre les intérêts du Québec. Je pense particulièrement au dossier de la gestion de l'offre au niveau de l'agriculture. On sait que les agriculteurs du Wyoming, qui sont 4 fois plus gros que les agriculteurs canadiens, ont les yeux rivés sur le marché du lait, des œufs et du fromage. Donc, le Bloc s'en est bien tiré, mais malheureusement, notre ami Denis Trudel a été battu par un illustre inconnu qui a refusé toutes les entrevues avant les élections et qui a accepté d'être au micro de Charles Gaudreault, je pense, cette semaine, Natilien-Joseph. Vous irez écouter ça, c'est quand même assez intéressant comme entrevue. M. Joseph patine pas pire, mais c'est clair que M. Joseph est aussi un candidat, ce qu'on appelle un candidat poteau, qui a vraiment pas de racines. Il a dit à Charles Gaudreault, « Ah, j'ai pas eu le temps d'aller vous voir à la radio, j'étais trop occupé sur le terrain à rencontrer les citoyens. J'aurais bien aimé voir quel type de campagne il a fait auprès des citoyens. » Je pense qu'il a profité de la vague de Mark Carney pour se faire élire, comme d'autres députés. Mais je voulais quand même saluer notre ami Denis Trudel pour lui dire « Lâche pas, mon Denis, la vie ne s'arrête pas à une élection. J'en sais quelque chose. J'ai déjà connu ça, et dans le mouvement syndical et dans le cadre des élections municipales. » Alors donc, c'est un peu le commentaire que je voulais faire. Il nous reste peut-être 2 minutes. As-tu gagné tes élections, toi, Hélène? Je peux-tu te demander ça? Non. Moi, ce que je peux te dire, c'est au niveau environnemental, j'aurais vraiment aimé que la question environnementale soit plus présente dans le débat électoral, là. De la part de tout le monde. C'est un enjeu super important. Le Canada va rater ses cibles des 10 prochaines années. Là, c'est pas possible qu'on n'en parle pas, là. Non, c'est ça. Puis avec M. Carney, il y a un recentrage quand même. On va en parler tantôt avec notre ami Laprade, là, mais il y a un recentrage sur le plan politique, moins à gauche, peut-être un petit peu plus au centre-droite. Et il a parlé de pipeline, puis de gaz, puis de pétrole. Donc, est-ce qu'avec Mark Carney, on va aller dans le sens d'une réduction réelle des gaz à effet de serre, ou on va nous faire miroiter qu'on est pour le développement durable, mais ce développement durable-là tombe toujours du côté de l'économie et non de l'environnement? Hélène, on te revient après la pause, puis on va jaser du sport de contre-cœur. Alors, comme je l'ai mentionné en introduction d'émission, on va recevoir Hélène Rive, qui était à ce micro il y a déjà 3-4 semaines, pour nous parler d'une assemblée publique qui a eu lieu il y a déjà une dizaine de jours et qui portait sur le projet de port de contre-cœur, projet qui traîne dans les cartons depuis plusieurs années, mais là, disons qu'il a été réactivé par le gouvernement de François Legault et la CAQ, notamment avec l'annonce d'un investissement de 130 millions pour faire du développement à ce niveau-là. Et dans le contexte actuel, on le sait, avec Donald Trump, diversifier les marchés, il y a des gens qui disent qu'on devrait faire affaire pas juste avec les États-Unis, mais avec d'autres en Europe. Ce projet-là est toujours bel et bien vivant et cette assemblée a eu lieu. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, il y a eu du monde dans votre assemblée? Ben oui, une centaine de personnes. Puis ce qui était intéressant aussi, c'est que là, il y a beaucoup d'organismes qui sont venus, qui ont fait des kiosques, le Marais, le Comité de protection des berges du Saint-Laurent. Il y avait beaucoup d'organismes qui sont venus. Et c'était intéressant, la synergie des gens aussi pour dire, tous les organismes qui se préoccupent d'environnement sont présents. Mais il y avait une centaine de personnes, alors c'était vraiment intéressant pour ça. Rappelle-nous les enjeux.
Bien, les enjeux, c'est que en fait, on veut augmenter de 55 la capacité du port de Montréal et on transpose ça à Contrecœur dans un endroit où on va bétonner, asphalter des terres agricoles, des milieux humides, où il y a plusieurs espèces qui vont perdre leur habitat naturel. Et on fait des mesures de compensation, mais les scientifiques qui étaient présents lors de la réunion de l'Assemblée publique, il y avait Alain Branchot, qui est le directeur de la SNAP, et il nous a expliqué à quel point les mesures de compensation sont très discutables pour les scientifiques. Il y a plusieurs scientifiques qui pensent que ça ne fonctionnera pas. Quand on parle de mesures de compensation pour que le public comprenne bien, dans le fond, c'est de dire on fait du développement, ça a un impact sur le milieu, mais on compense par des mesures de protection. Ou de quoi on parle quand on parle de compensation? Bien, un exemple très concret là, que Alain Branchot nous a donné de la SNAP, c'est le chevalier cuivré. Alors, c'est une espèce en voie de disparition. Un poisson, dans le fleuve. Un poisson, c'est une espèce spécifique au Québec, qui est une espèce en voie de disparition. Alors, le port, la construction du port de Contrecœur, lui fait perdre son milieu naturel. Et là, on transporte son milieu naturel à Boucherville. OK. Son herbier, on le transporte à Boucherville. On le déplace? On le déplace. Comme si on le déménageait? Oui. Et là, Alain Branchot, il faisait un peu de l'humour, mais il trouvait pas ça drôle, dans le fond, là, c'est de dire, mais le chevalier cuivré va pas trouver son habitat naturel à Contrecœur et il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de flèche qui lui dit « Hey, on a mis ça à Boucherville. » Fait que, bonne chance, trouve ça, toi, à Boucherville. Et il dit, avec l'augmentation du trafic maritime, ben l'herbier qu'on a supposément installé à Boucherville, est-ce qu'il va tenir? Un herbier, c'est dans l'eau, ça, oui. là. Okay. Est-ce qu'il va tenir? Ben alors, oui. on ne sait pas si le chevalier cuivré va trouver son habitat qu'on a déménagé et ni si son habitat va tenir. Alors, il dit, mais c'est pas des mesures de compensation sérieuses. On parle aussi de la grenouille, la rainette faugrillon, mais lui, il dit, nous, les scientifiques externes, on n'a même pas eu accès au site du port de Contrecœur. Okay. Ils nous ont refusé l'accès pour qu'on puisse déterminer quels étaient les milieux de reproduction de la rainette. Donc, bon, c'est quoi? Quand tu parles d'accès au site, ça, c'est des terrains qui appartiennent au gouvernement fédéral? Oui. À Contrecœur, c'est le fédéral. C'est le bord de l'eau, en fait. Oui, c'est le bord de l'eau qui a été acheté par le fédéral. OK. Donc oui, ça appartient au fédéral. Donc, dans le cadre de cette assemblée, il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là qui ont dit, même si on enrobe ça d'un discours sur le développement durable, hein, on est capable de faire du développement économique tout en protégeant l'environnement. On connaît le discours, là. Souvent, on sait que ça tombe plus du côté économique que du côté environnemental, mais ça, c'est un autre débat. On sait que, bon, ça fait partie de la game. Aujourd'hui, on ne peut plus faire du développement comme ça en disant, ben, le poisson puis la grenouille, on s'en balance, mais en même temps, on ne convainc pas les scientifiques que c'est du développement réellement durable. C'est exactement ça. L'autre chose aussi qui est intéressant à l'Assemblée du 26 avril, c'est que là, il y a des organismes communautaires qui sont venus et qui ont dit, mais écoutez, si on ajoute 8000 travailleurs qui viennent construire le port de Contrecœur, plusieurs travailleurs qui viennent ensuite travailler dans le port de Contrecœur, qu'est-ce qui arrive à la population de Contrecœur, aux citoyens qui sont déjà là? Est-ce que c'est une augmentation du coût des loyers? Est-ce que ça devient... Du trafic, certainement, en tout cas. Du trafic. Il n'y a pas beaucoup de métro qui se rend là. Hein? Non, c'est de 200... juste de camions. On prévoit de 300 à 1200 camions par jour sur la 30. Et ensuite de ça, on prévoit de 2 à 8 trains par semaine sur un réseau un peu fragile parce que Boucherville a déjà posé des questions sur le réseau de trains qui est fragile. Et aussi, ben, c'est tous les travailleurs qui viennent en voiture en plus. Alors,
c'est quoi l'impact sur la santé des citoyens de Contrecœur? Ça, il n'y en a pas d'études là-dessus. Les citoyens qui étaient présents, parce que c'était des gens de Contrecœur, j'imagine, qui étaient pas mal à l'Assemblée, donc des gens qui sont inquiets, des gens qui souhaitent continuer à se mobiliser, à faire des actions, parce que une fois qu'on a fait le portrait, là, puis qu'on a réalisé effectivement que on est loin de la coupe aux lèvres dans des garanties de protection du milieu, avec tous les impacts aussi sur le plan social, qu'est-ce que l'Assemblée a permis de mettre de l'avant comme action ou mobilisation? Ben, écoute, il y a des présences. Je pense qu'on est de plus en plus présent à Vigie citoyenne Port de Contrecœur. Entre autres, moi, j'étais hier à la table de concertation du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal, et dont le thème était la synergie au service du Saint-Laurent. Et moi, j'ai exposé justement toutes les inquiétudes des citoyens à tous les scientifiques qui étaient présents, aussi aux maires de différentes villes qui étaient présents, en disant, écoutez, aussi, nous, les citoyens, par rapport au port de Montréal, qui a des moyens faramineux pour contrôler le discours. Parce que ils ont de l'argent. Ils ont énormément d'argent. Hier, un des principaux commanditaires de cette table de concertation, c'était le port de Montréal. Ils sont partout. Alors, et ils ont aussi une équipe de communicants. Il y a une dizaine de personnes à temps plein là, qui ne font que ça. Alors, ils contrôlent le discours et les scientifiques étaient très heureux que j'expose ça parce qu'ils ont dit c'est nécessaire. Parce qu'on a besoin que, justement, nous, on ait plus de visibilité comme scientifiques sur les enjeux environnementaux. Les tables de concertation régionale, c'est quoi ça au juste? C'est que y a plusieurs municipalités qui sont là. C'est juste Montérégie ou comment ça fonctionne? Là, c'était au Saint-Laurent et Grand Montréal. Donc, il y avait Repentigny, il y avait Varennes, il y avait Saint-Anicette. Il y a des maires qui sont là. Il y a des maires qui sont là. Les maires veulent faire des projets aussi environnementaux avec des scientifiques. Donc, il y avait plusieurs projets qui étaient là. Et qui exposaient les résultats de leurs recherches. Il y en avait un, entre autres, qui avait fait vraiment un projet super intéressant sur les îles de Contrecœur et un scientifique de l'Université Laval. Et là, on voit l'érosion parce que lui, il fait des vues aériennes de ça. Il mesure la quantité de terre qui est partie, l'érosion. Fait que c'était super intéressant. Et là, c'était hallucinant de voir à quel point ces îles-là souffrent d'érosion. Là. C'est vraiment très, très grave. Le fleuve va pas bien, là. Non, et il y avait d'autres projets aussi où, finalement, on se pose des questions sur des espèces en péril au lac Saint-François, le brochet, l'anguille, le méné d'herbe. Le lac Saint-François, c'est Sorel, ça, hein? Oui. Okay. Fait que... Donc, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur... Et en fait, il faut repenser une forme d'économie. Et en ce moment, c'est le temps de le repenser parce que, bon, Trump, avec ses barrières tarifaires, le port de Long Beach, en Californie, vient d'annoncer une baisse de 40 %. Oui, tu m'as fait parvenir cet article-là. C'est un article de Bloomberg et qui dit, nous, on prévoit 40 % de baisse. Alors, ça va être probablement la même chose au port de Montréal. Et au port de Montréal, le nombre de conteneurs qui sont manipulés, depuis 2015, il n'a pas tellement bougé. On est-tu en train de dire que Trump pourrait avoir un effet positif quand même? C'est incroyable. Non, parce que c'est ça le grand projet de Trump, réindustrialiser les États-Unis. Puis Carney qui dit il faut diversifier notre économie puis faire des échanges d'avantages entre nous au Canada, tout ça. Mais tu crains pas quand même, il nous reste 30 secondes, que diversifier, ça veut aussi dire utiliser le fleuve pour échanger davantage avec les Européens? Mais en fait, il y a un des projets de Carney qui peut être intéressant. Il ne faut pas oublier que Carney est à la fois un banquier et à la fois un écologiste. Et sa femme est très écologiste. Donc, on espère qu'elle va avoir une grande influence sur lui. J'ai hâte de voir s'il est plus banquier ou écologiste. Moi. Mais s'il est banquier, le budget du port de Contrecœur, il n'est pas bien ficelé parce qu'il y a 130 millions de la part du gouvernement du Québec, puis il y a 300 millions du fédéral, puis il manque 1 milliard.
Alors, comme banquier, moi, si on vient me proposer ce budget-là, je dis, ben, il manque 1 milliard. Hélène, merci beaucoup. Tu restes avec nous pour le reste de l'émission? Oui. Après la pause, on reçoit notre ami Yvon Laprade du Nouvelliste des Coops de l'information. On est de retour à Franchement-les-Tourneaux et notre invité qui était avec nous juste avant la pause, Hélène Rive de Vigie citoyenne Port de Contrecoeur, est toujours avec nous. Et là, on reçoit notre ami Yvon Laprade, journaliste Coop de l'information, nouvelliste, chroniqueur, ancien du Journal de Montréal, etc., qui était parti en vacances depuis un certain temps, je pense. Bonjour, Yvon. Bonjour Jacques, quelle belle présentation. J'ai le goût de repartir en voyage avec ce que tu mentionnes. Ah oui, je t'ai découragé. Non, pas du tout. Quand je dis repartir en vacances, c'est que l'actualité est tellement frappante et foudroyante et broyante. Là. Trump nous pourchasse partout. En tout cas, bref, c'est ça. En même temps, c'est passionnant parce qu'on vit des moments extrêmement, on peut dire unique, là. Je pense que dans notre période de vie, là, je pense que ça va longtemps. Ouais. T'étais-tu dans les Europes? Oui, j'étais dans les Europes, en Andalousie. Là. C'est une belle région. Là. C'est Malaga, tous ces endroits-là. Là. C'est des places vraiment exceptionnelles, vraiment extraordinaires. Ben, c'est très développé quand même au niveau touristique, là, mais l'Andalousie, c'est le bord de mer aussi quand même. Ça parle-tu de Donald Trump? Ben, écoute, c'est ça qui m'a le plus étonné énormément. J'ai eu des conversations, tu sais, à brûle-pourpoint, des fois des gens qui vont se mettre à jaser d'où tu viens, fait des politesses un peu. Mm-hmm. Puis je suis tombé sur quelques touristes étrangers, dont un Irlandais là, super sympathique, dont la femme et la fille étaient venues à Montréal, donc ils connaissaient un peu notre réalité. Puis la première chose qu'ils m'ont dit, vous êtes Canadien, c'est donc ben, on est tellement malheureux pour vous, on trouve ça incroyable ce que vous vivez. En tout cas, bref, il y avait beaucoup de sympathie à notre endroit. Mm-hmm. J'ai vu aussi un Allemand, j'ai vu un Anglais. Donc, il y avait des gens des Européens qui me mentionnaient, qui me disaient la même chose finalement. On trouve ça incroyable, puis on est de votre côté, mais je sentais vraiment qu'ils nous percevaient comme des gens, comme victimes, mais vraiment des victimes d'un fou, finalement. Là, c'est un peu ça. Mais il y avait de l'inquiétude de part et d'autre, là, autant en Europe que chez nous. Oui. D'ailleurs, tu as fait un papier, je pense, c'est ce matin dans le Nouvelliste, une chronique en faisant un lien avec le conclave, mais surtout pour parler de la rencontre que M. Carney et M. Trump ont eue pas plus tard qu'hier à la Maison-Blanche. Comment tu as trouvé ça? Je pourrais dire, pour faire une blague, la fumée me sortait par les oreilles. J'ai passé la journée à observer, à entendre. Ce que j'ai trouvé, je trouve, dans le fond, c'est un genre de feuilleton. En même temps, c'est une grande farce parce que Carney s'est retrouvé là, on l'a pas traité avec beaucoup d'égards. On l'a fait patienter. Trump s'est comporté avec lui comme n'importe qui. Alors, ça finit correctement à la fin. Comme je mentionnais, il s'en est tiré correctement par sa façon de se comporter en restant calme, en réagissant pas trop fort. Mais j'ai trouvé qu'on se fait traiter encore une fois comme un petit pays là, avec comme si on était presque rien. Là, Trump est égal à lui-même. Il continue à ne pas avoir beaucoup de respect envers ses voisins, nous-mêmes en l'occurrence. Puis tout ce qu'il cherche, dans le fond, c'est de négocier des actifs et des avoirs en nous annexant. Je pense que moi, j'ai trouvé au final, puis là, ma réflexion profonde, c'est que ce qui est rendu vraiment dommage, avant, on allait aux États-Unis, le premier ministre canadien était élu, il s'en allait à la Maison-Blanche rencontrer le président américain, puis c'était comme une rencontre amicale, conviviale, c'était comme une belle sortie dans le parc à Washington. Maintenant, tu as vu les commentaires, tout le monde disait, on espère, on avait les fesses serrées en espérant qu'on soit pas trop maltraité. Tu sais, c'est comme ça a tellement changé les rapports, puis je trouve ça plate parce qu'on se retrouve à se dire, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dommages. On est rendu comme heureux, craintif, on appréhende. Tu sais, en tout cas, en même temps, on est pris dans un engrenage, mais j'ai trouvé, au final, beaucoup d'énergie consacrée pour une rencontre, mais on voit à quel point ce voisin-là est menaçant, et en même temps imprévisible. Oui. C'est ce que j'ai trouvé. Oui, sur le plan diplomatique, je pense que c'était réussi. Là, évidemment,
on avait mis la barre pas très, très haute. Là. Tout le monde ici à TV, moi hier, je sais que la gang d'RDI, là, on parlait de Zelensky. Non, ça m'aurait étonné qu'on traite la question canadienne de la même manière que la question ukrainienne, mais il en demeure pas moins, effectivement, qu'au-delà de la diplomatie, Trump a été clair. Les tarifs sont là pour rester. Et j'entendais, je pense, c'est Chantal Hébert qui disait sur les ondes de Radio-Canada un matin, peut-être que dans le fond, on n'a pas intérêt à renégocier si rapidement la CEUM parce que en ce moment, la situation économique aux États-Unis reste incertaine, mais c'est clair qu'éventuellement, les tarifs vont les rattraper, là. Ne serait-ce qu'avec la Chine. Je ne sais pas si tu as entendu mon invité juste avant toi, là, Hélène Rive, qui rappelait qu'il y avait un article là, qui disait que de 40 de baisse au niveau des importations en provenance de Chine parce que les tarifs... Absolument. Non, tu as raison. La question de la renégociation de l'accord États-Unis, Canada, Mexique, là, c'est... moi, je pense pas qu'il faut vraiment se hâter à ce point-là. Je pense que le Canada, pour ta première question, devrait peut-être, je dirais pas respirer par le nez, là, mais il n'a pas peut-être attendre avant, comme le conclave, de prendre le temps d'élire un pape avant de commencer à réfléchir un peu là, pour faire une image. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas d'urgence. Puis deuxièmement, il faudrait commencer un peu à montrer à nos voisins américains qu'on peut s'assumer nous-mêmes avant de commencer à négocier pour ouvrir nos livres. Là. Puis moi, j'ai certaines inquiétudes que cette négociation-là se fasse avec des concessions importantes dans plusieurs secteurs. Puis, moi, Tu penses à quoi? Moi, je pense à la gestion de l'offre, notamment. Ça nous vient souvent à l'esprit parce que les Américains, pour une raison folle, ils veulent absolument domper leur surplus de production de lait et des œufs dans notre marché à nous. Donc, ça, c'est le premier point. Puis il y a d'autres secteurs, l'acier, l'aluminium, le bois, on sait bien qu'il y a plein de choses qui sont présentement tarifées. Mais je pense que ça, c'est les premiers points qui me viennent, mais il y a tellement d'enjeux comme ça au Canada, l'automobile et tout ça. Moi, je me dis, est-ce que je voudrais pas qu'on concède que le Québec perde des éléments importants comme la gestion de l'offre, notamment, et d'autres produits comme l'acier. Et puis, pour peut-être préserver l'Ontario avec l'automobile, c'est pas d'enlever l'Ontario ce qui est important au niveau de la production, mais une négociation de ce genre que tu as connu ça dans le monde syndical, t'en gagnes et t'en perds. Là, actuellement, pour que Carney puisse en arriver à une certaine compromis avec nos voisins américains, il va devoir en laisser partir un peu. Puis moi, j'ai peur qu'au final, on se dise, on a réduit les tarifs, on s'en sort mieux dans le commerce étranger et extérieur, mais au prix de perdre effectivement des productions et des emplois chez nous. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense que... Puis l'autre élément, l'économie, on le sait, puis les économistes, les experts le mentionnent, on n'est pas en récession mondiale, mais ça nous prend au-dessus du nez, cette menace-là. Puis ça touche tous les pays de la planète, les Chinois, puis même les présidents, il ne faut pas oublier, les présidents américains, les PDG s'inquiètent, eux aussi, ils envoient des signaux en disant au président, en tout cas, on l'appelle le président Trump, là, j'ai seulement le qualifié comme ça, c'est son titre, là. Il va dans la mauvaise direction, puis ça peut se retourner contre les Américains, cette question-là de le monarque. Fermer les frontières. Absolument, oui. Puis il y a un danger à se replier. Tous les pays qui se replient, on l'a vu dans une autre époque, dans des guerres, tout ça, des grandes dépressions. Quand les États-Unis se repliaient, tous les pays se repliaient aussi de leur côté. Puis les économies deviennent hermétiques un peu. Donc, il y a plus d'échanges, puis là, ça devient une catastrophe. Ce qui est quand même fascinant, puis je le disais hier à mon ami Gérald Filion, moi, j'ai plongé, j'avais jamais lu Les Rois maudits. Bon, alors, quand tu plonges là-dedans, les monarques, les banquiers, puis le pape, tabarouette, quand tu regardes l'actualité, Trump, c'est un vrai monarque. L'autre banquier, Hélène disait tantôt, Carney, il est banquier puis écologiste. Mais je pense que Trump apprécie davantage le côté banquier qu'écologiste, on va se le dire. Mais je me disais, dans le fond, il le respecte pas, mais il considère quand même que les banquiers sont importants. Comme les rois de France et d'Angleterre, tu es obligé de reconnaître à l'époque qu'un banquier, c'est important. On a l'impression de faire tout un voyage dans le temps. Il me reste 3 minutes. Je veux t'es revenu au Québec. Comment tu trouves notre premier ministre, là? Il danse la cha-cha des portes battantes, comme disait Gérald Larose dans le temps. Tu sais, un pas en avant, 2 pas en arrière, Maisonneuve-Rosemont, le 3e lien, l'hôpital d'Arthabasca, mais ils nous disent que ça n'a rien à voir avec les élections. C'est fou quand même.
Mais comment je le trouve, François Legault, je l'ai déjà dit dans le passé aussi, dans différents, même pour la crise du logement, on oublie ça, mais là, je le trouve un peu, en tout cas, c'est plate, mais pathétique dans ses réactions. Là. Il est toujours il se comporte, là, avant on disait que c'était le bon père de famille, c'était l'homme rassurant de la COVID et tout ça, tu vois, avec son discours très, très lent, oui, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Moi, je trouve qu'il est vraiment, je le trouve perdu. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il a perdu sa boussole, puis je pense qu'il n'arriverait pas à trouver la porte de l'urgence de l'hôpital s'il y avait un problème de santé. Non, mais c'est un peu bête à dire, mais je trouve qu'il va dans toutes les directions. Il n'y a pas un ton très, très rassurant. Personne ne le croit. Malheureusement, quand on dit trop de choses, Jacques, tu le sais aussi, là, quand on fait plein de promesses et on ne les tient pas, ben, le lien de confiance se brise. Actuellement, tout ce qui... Tu sais, Christian Dubé annonce des choses, après ça se défait, ça n'existe pas. Donc, moi, je trouve que les décisions qui ont été prises même dans la filière batterie, il a dit dans le passé que c'était important que le Québec ait des jobs payants. Donc, allusion à ceux qui étaient des travailleurs à salaire ordinaire, c'était pas grand-chose. Donc, il a toujours un peu lancé des insultes indirectement ou consciemment. Puis là, actuellement, la question des hôpitaux, ben là, on voit bien que le système s'en va nulle part. La santé va pas très bien au Québec. Mais il s'en va vers le privé, hein? C'est ça? Carrément. Ben oui, c'est ça, oui. Les soins de santé, on sait comment ça fonctionne, ça marche plus, là. Puis il y a plein d'exemples qu'on peut voir, là, tu sais. Puis non, je trouve que ça regarde pas très bien. Puis là, sa fin de mandat s'annonce pas très, très heureuse non plus. Non. Plus il va prendre des décisions à la va-vite, là, il va juste ouvrir la porte à d'autres. Hey, il nous reste une petite minute. Tu es un amateur de hockey. T'étais-tu bien déçu de la défaite du Canadien ou tu trouves que les Canadiens ont bien fait quand même? Ben, moi, j'étais comme, je trouve que j'ai eu un certain deuil lorsque ça s'est terminé rapidement, parce que moi, j'étais très heureux qu'ils fassent au moins les séries. Je me disais, ils nous ont amenés là parce que je trouve que même s'ils sont payés très grassement, c'est des gros salaires. Ça reste des joueurs qui sont fiers, là, c'est des jeunes. Moi, ce qui m'a fait de la peine, j'aurais aimé ça au moins voir un match, un 6e à Montréal, en tout cas, pour qu'on puisse les applaudir avant la fermée de rideau. Là, parce qu'ils ont perdu à Washington dans un environnement qu'on n'aime pas trop. Ils sont pas revenus à Montréal pour justement faire un match qui aurait peut-être fait du bien à tout le monde. Mais il manquait le morceau pour la fin du dessert. On a eu du plaisir à les voir jouer. Ouais. Yvon Laprade, journaliste au Coop de l'information Nouvelliste. Merci beaucoup pour ta participation. On va te réinviter. Moi, je termine autour du 12 juin. Je vais essayer de te réinviter une fois avant les vacances d'été. Excellent, mon Jacques. Fais attention à toi aussi. Là. Merci. Allez, plaisir. Merci. Oui, après la pause, Mélanie Laroche, prof des relations industrielles à l'Université de Montréal, nous parle du projet de loi 89. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Hélène Rive est toujours avec nous en studio et on reçoit Mélanie Laroche, qui est professeure au département de relations industrielles à l'Université de Montréal, qui a bien voulu venir nous parler du projet de loi 89. Mélanie, bonjour. Bonjour, Charles. Alors, Mélanie, il y a une commission parlementaire qui est en cours, qui vient de se terminer. Là, Jean Boulet a déposé un projet de loi qui va venir, selon ses dires, encadrer la question du droit de grève au Québec. Pour bien des syndicats, on s'en vient limiter le droit de grève. Je sais que, de votre côté, vous avez été entendu en commission parlementaire. Dis-nous rapidement d'abord, c'est quoi ce projet de loi-là et peut-être ce que vous en pensez. Bien, en fait, le PL 89, il y a comme deux grandes parties, ce projet de loi-là. Il y a une première partie d'abord qui vient introduire dans la sphère des relations de travail un nouveau type de conflit de travail et des nouveaux mécanismes juridiques qui vont venir les encadrer. Puis il y a aussi une deuxième partie qui vient prévoir des pouvoirs acquis au milieu. Donc, premièrement, ce qu'on a proposé dans le PL 89, c'est de venir encadrer un nouveau type de conflit patronal-syndical, c'est-à-dire des conflits qui vont venir affecter de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou même environnementale. Donc, c'est des concepts nouveaux qui sont introduits dans le Code du travail, des concepts qui sont encore peu définis. Donc, j'imagine qu'ils vont poser quelques problèmes dans les premiers temps de l'application de ce PL 89-là. Et donc, dans ce cas-là, dans ces conflits-là, mais on propose de confier au tribunal administratif du travail le soin d'encadrer ces conflits-là et il pourra notamment mettre fin au droit de grève des parties. Et donc, c'est une toute nouvelle logique dans le système de relations de travail. Il y a déjà
des contraintes au droit de grève qui sont exercées au Québec, c'est des contraintes supplémentaires qu'on vient produire. La deuxième partie du PL 89, ce qu'elle vient faire, en fait, c'est de prévoir des pouvoirs qui sont acquis au ministre du Travail, donc de permettre au pouvoir exécutif une marge discrétionnaire qui est beaucoup plus grande, donc au ministre du Travail, et lui pourrait ordonner finalement la tenue d'un arbitrage de différend s'il estimait qu'un conflit pouvait causer un tort grave ou un préjudice grave ou irréparable là, à la population. Ouais. Donc, donc, vas-y, je te laisse continuer. Donc, une nouvelle, un interventionnisme étatique jamais vu là, jusqu'à présent dans la sphère des relations de travail au Québec. Je veux dire, notre système est basé sur une logique qui est cohérente avec une liberté de négociation qui était laissée aux partis, et avec un État qui devait, en principe, agir plutôt comme arbitre et pas joueur. Donc là, il pourrait agir dans la sphère des contrats de travail à tout moment, donc changer les règles du jeu, même en cours de négociation, même en cours de contrat de travail. Donc là, ça vient imposer des contraintes vraiment importantes là, pour les parties à la négociation collective. Oui. Quand on écoute le ministre Jean Boulet, on a l'impression finalement que même s'il va de l'avant avec ce projet de loi-là, qu'il va laisser encore les partis négocier, il ne va pas s'immiscer dans les relations de travail entre un patron et un syndicat, mais, il nous donne quand même toujours l'exemple de cette fameuse grève de la FAE dans la négociation du secteur public qui a duré près de 6 semaines. Il nous donne le cimetière Côte-des-Neiges entre la CSN et le cimetière qui a duré des mois et des mois. Est-ce que, dans le contexte actuel, sans modifier les lois du travail, ce serait possible d'intervenir ou de faciliter un dialogue qui permettrait justement de limiter les effets d'une grève, même si on n'est pas dans un rapport de service essentiel? Là-dessus, moi, je suis pas juriste, mais ce qu'on a quand même prétendu en commission parlementaire à ce sujet-là, c'est qu'il y a quand même des outils dans le code du travail là, qui pourraient être testés à l'heure actuelle pour voir si on ne pourrait pas étendre là, la notion des services essentiels à des populations plus vulnérables. C'est des choses qui n'ont jamais été tentées jusqu'à présent, mais il existe déjà des outils pour reconnaître ou déclencher l'application des services essentiels. Je vous dirais que cette notion-là de service essentiel, elle est ultra importante parce que c'est celle qui est reconnue à l'échelle internationale. On va reconnaître dans les normes internationales la possibilité de restreindre le droit de grève quand ces services-là atteignent à la santé ou à la sécurité des personnes. Donc, c'est pas pour rien là, qu'on se sépare souvent à la notion de service essentiel. Fait que là, devenir je pense qu'il faudrait qu'on teste les mécanismes qui sont déjà pris au code pour voir s'il y a des populations vulnérables. La définition peut-être de santé et la sécurité des personnes pourrait probablement être interprétée de manière plus moderne. Mais là-dessus, comme je disais, moi, je ne suis pas juriste. Il faudrait voir jusqu'où le code pourrait leur permettre de tester ces mécanismes. Oui. Il y a quand même des institutions au Québec là, qui permettent de dialoguer entre les parties patronales et syndicales. Cette commission-là, on a vu des exemples très, très exceptionnels qui ont toujours été mis sur la table. C'est des familles endeuillées, personne ne peut s'opposer au fait que c'est épouvantable d'attendre pour faire son deuil, des enfants en difficulté ou avec des besoins particuliers. Je pense qu'il y a des exemples très ponctuels, très exceptionnels qui ont été nommés dans cette commission parlementaire-là. Puis je pense que le ministre aurait eu intérêt, finalement, à convoquer les partis pour essayer de trouver des solutions par le biais des mécanismes qu'on a déjà au Québec, qui fonctionnent relativement bien, puisqu'ils se vendent souvent du système du dialogue social au Québec. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui s'est passé du côté d'Ottawa avec la grève dans le port de Montréal, la question du transport ferroviaire, il y a eu aussi Post Canada, est-ce que, parce que le Parti libéral, le ministre du Travail quand même à Ottawa est intervenu de façon assez directive pour casser la grève puis envoyer le conflit devant la Commission canadienne des relations de travail, est-ce qu'on a l'impression que ça a peut-être inspiré le ministre de se donner des pouvoirs du genre que les pouvoirs que le ministre du Travail s'est donné à Ottawa? Bien, ce qui ressort assez clairement, là, c'est que le projet de loi, de la façon dont il est écrit au Québec, c'est évidemment pas la même chose que ce qui est prévu dans l'article 107. Cependant, on a eu un webinaire il n'y a pas longtemps qui réunissait différents experts en relations de travail. Puis, ce qui ressortait de ce webinaire-là, c'est que l'article 107, au fil
moratoire n'a jamais été utilisé comme il a été utilisé 4 fois en 2024 pour atteindre la fin d'un contrat de travail, pour proposer la fin d'un contrat de travail. Donc, c'est le danger qu'on a souligné en commission parlementaire, justement. C'en est un gros danger. Quand on laisse une marge de manœuvre à l'exécutif, donc au pouvoir exécutif, de s'immiscer dans les relations de travail, bien, ça peut donner lieu à une utilisation qui, de toute façon, est contestée à l'heure actuelle. Hein. Je veux dire, les partis syndicales ont quand même ont déposé une plainte contre l'utilisation de santé dans les derniers conflits, donc c'est ce qu'on est. Donc, on ne sait pas ça va être quoi l'issue de ces recours-là, évidemment. On ne sait pas si ça va être jugé constitutionnel ou non, cette utilisation-là, parce que il y a cette réalité-là aussi qu'il ne faut pas faire de vue, c'est que le droit de grève, c'est un droit qui est constitutionnel. Donc, de quelle manière ce droit de grève-là va être attaqué? Et puis, c'est pas dit non plus que la façon dont le pouvoir exécutif va utiliser, il pourrait utiliser l'article 89, c'est sûr que ça va mener à des recours juridiques et à plus de judiciarisation des relations de travail ici au Québec. Oui, tout à fait. Est-ce que, quand vous êtes passé devant la commission parlementaire, vous avez senti qu'il y avait de l'ouverture de la part du ministre de modifier des choses? Je sais que les organisations syndicales réclament le retrait carrément du projet de loi. Bon, les associations patronales l'appuient. Est-ce que le ministre, lui, avait l'air du genre, faites-moi des suggestions de modifications ou d'amendements, ou c'était on va de l'avant avec le projet, point barre? Bien, ce qu'il a réclamé, c'était justement des modifications aux différents articles du projet de loi. Et nous, ce qu'on a fait comme experts, c'est de le mettre en garde. En fait, c'est plutôt ça notre rôle comme universitaire, de le mettre en garde contre certains dangers qui sont inhérents au PL dans sa formation. Donc, on a souligné ces dangers-là en commission parlementaire. Là où tu as raison, c'est qu'effectivement, les organisations syndicales ont pas proposé d'amendement. Ils recommandent, ils demandent le retrait du projet de loi. Ce qu'on voit sur la place publique, c'est qu'il ne semble pas y avoir beaucoup d'ouverture là, à retirer ce projet de loi-là. Où est-ce qu'il va pouvoir y avoir une marge de négociation? Je t'avoue que je ne sais pas. Ouais, c'est... Cette ouverture-là, une marge de négociation, on a entendu suite aux discussions qu'il y a eu autour du 1er mai, là, les partis syndicales nous disent qu'il y avait une fermeture assez importante de la part du ministre au niveau du PL 89. Donc, le dossier est assez, il y a les trucs détaillés là, du projet de loi. Donc, mais malheureusement, je ne peux pas répondre à ça. Il nous reste peut-être une minute. Quand tu regardes ce qui se passe du côté américain, Donald Trump qui signe des décrets qui invalident des conventions collectives négociées, quand il décrète qu'il congédie manu militari des milliers de fonctionnaires, as-tu l'impression que le projet de loi de Boulet s'inscrit un peu dans l'air du temps? Est-ce que ce projet-là s'inscrit dans l'air du temps? Je te dirais que ce projet-là s'inscrit dans une mouvance où la démocratie industrielle est mise à mal. Point. Malheureusement, là, mais là où nous, on a voulu marquer des points et marteler notre message, c'est que le système de relations de travail va toujours produire un équilibre. Donc, si on vient déséquilibrer le système de relations de travail, le mécontentement va se faire sentir différemment. Il va y avoir probablement plus de turnover dans les entreprises, des conflits peut-être plus de nature individualisée, moins de présence au travail. Bref, il va se manifester autrement le conflit. Tout à fait. Je ne sais pas si à terme, de régler des solutions dans une vision très court terme, là, parce que c'est le projet de loi, c'est ça qu'il veut faire. Hein? C'est de régler un conflit parce que la population, elle est dérangée. Sauf que ce qu'on a essayé de faire comprendre aux ministres, c'est que les effets à long terme de la négociation, puis l'effet de levier que ça exerce sur la population, bien, malheureusement, ça, on va la perdre. Oui. Écoute, c'est déjà tout, malheureusement. On te réinvitera. Mélanie Laroche, professeure au département de relations industrielles de l'Université de Montréal, je te salue, je te remercie pour ta disponibilité. Bien, merci à toi. Allez. Alors, donc, c'est déjà tout pour Franchement les Tourneaux. Hélène Rive, merci beaucoup d'être venue en studio. Bien, ça m'a fait plaisir. On va te réinviter. Je vous laisse en bonne compagnie avec mon ami Jean-Yves Lemay pour l'après-midi.